Et là, je me fais éclater la gueule. Je me fais démolir. J'arrive à Top Chef, je crois que je suis le meilleur cuisinier du monde, que je vais défoncer tout le monde, que je suis mais vraiment au-dessus de la mêlée, quoi. Je suis trop puissant, quoi. On est 14 et je sors 10e. En plus, tout ça diffusé à la télé, tu vois, devant 4 millions de Français. Et... Juan Arbeláez, le talentueux chef colombien qui a conquis Paris, propriétaire de plus de 14 restaurants et créateur de contenu. Tu vois, Plancha, c'était complètement débile. C'est débile. Tout le monde m'a dit, n'y va jamais. La rue dans laquelle on a ouvert n'existait pas, n'était même pas référencée par Google. Mais toi, il y a 6 ans, et t'as un pote qui t'appelle et qui te dit, frère, je t'amène bouffer un grec fait par un Colombien à Saint-Ouen. Tu te dis, mais tu te fous de ma gueule, mec. Jamais de la vie. Donc tout le monde, tout ce que les gens vont te dire souvent, c'est complètement taré, il y a trop de dangers, c'est compliqué, tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir. Et que toi, tu es assez têtu pour peut-être te dire que je vais quand même la tenter. Et bah, souvent, c'est ces actes-là que les gens vont traiter d'audacieux et c'est grâce à ça que tu vas briller. Est-ce que tu as une technique que tu utilises qui pourrait faire une grosse différence par Tu vois, exemple? souvent, les gens, ils utilisent un poivre moulu gris dégueulasse qu'on va venir saupoudrer un peu sur la viande. Et bah, le problème du poivre, c'est que et c'est ces petits détails, tu vois, c'est le produit et c'est ce petit geste en finition qui va t'apporter un peu une différence. Ouais. Merci de m'accueillir dans un de tes 14 restaurants. Bah, merci à toi de nous convier dans ton podcast Ça me qui est fait assez plaisir. exceptionnel. Hein. Ça me fait plaisir. Je t'avais rencontré au Parc des Princes et on n'avait pas beaucoup parlé, enfin tout petit peu, mais j'ai ressenti que tu étais quelqu'un de très intéressant et très riche en anecdotes, etc. Donc je suis très Merci. content de te parler ici. Merci, c'est trop sympa. J'aime bien dans le podcast parler un peu de l'enfance des guests. Et surtout toi, je pense que tu es le premier guest du podcast qui a pas passé son enfance en France. Du coup, c'est peut-être encore plus intéressant. Tu peux un peu me dire c'est quoi ton premier souvenir d'enfance en Colombie? Ouah, premier souvenir d'enfance. Alors, moi, je viens d'une famille qui est... on est 5. Ok. Je viens d'une famille qui a été élevée autour de l'amour, de l'union, un peu j'ai la chance d'avoir une mère qui est une mère un peu canard, une mère juive un peu, tu vois, qui chuchote un peu tout le monde de façon excessive, qui leur fait trop à manger, qui prend comme ça la joue, qui nous appelle mon bébé même si on a 40 ans. Donc j'ai la chance d'avoir grandi dans un univers familial qui était plutôt simple, plutôt respectueux et plein d'amour. Je viens d'une famille qui est plutôt... on n'a jamais manqué de rien, mais on n'a jamais eu de trop. Donc c'était... Mais vraiment, pour le coup, on n'a jamais manqué de rien. Tu vois, même quand il y avait des moments qui étaient un peu difficiles, ma mère a réussi à nous créer des histoires et nous faire rêver pour avoir l'impression de vivre comme des princes, alors que ce n'était pas forcément le cas. Mais vraiment, on n'a jamais manqué de rien. Mon premier souvenir, en vrai, je pense que c'est des souvenirs d'union autour d'une table. La table était assez sacrée. On n'avait pas le droit à se mettre debout, à choper. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de portable, mais la table, c'était la table. C'était un moment qui était très important. Pour mon père, les samedis, les dimanches midi, qui étaient les moments de famille, c'était des moments qui étaient très importants. Et du coup, je pense que c'est les premières images que j'ai, moi, gamin, c'est autour d'une table. Ok. Je pense. Tu penses que c'est un lien avec ce que tu fais maintenant? Je pense que ça a un lien. J'ai eu la chance de... Ma mère, elle est pas... Alors, elle adore la cuisine, mais c'est une cuisinière empirique, c'est-à-dire elle a tout appris un peu sur le tas. Elle n'a jamais vraiment fait ça de métier, de profession, jusqu'à il y a quelques années où elle a décidé d'abandonner son métier pour se dédier. Elle a une cantine aujourd'hui, une cantine d'école, où elle fait à manger à des étudiants. Donc ça, c'est génial parce qu'elle finit par arriver un peu au métier dont elle rêvait, où moi, j'arrive à m'épanouir aujourd'hui. Mon père, qui était avocat, a tout lâché parce que c'était des moments très compliqués en Colombie, les années 80-90. Il a tout lâché. Aujourd'hui, il a une ferme agricole dans laquelle il protège des espèces endémiques et en voie de disparition en Colombie. Wow. Et je pense que finalement, tu vois, on a tous cet amour pour la cuisine, pour le produit, pour le terroir. Donc oui, je pense que c'était un signal déjà de ce qu'allait être mon métier. Ok. J'avais découvert la gastronomie colombienne. J'étais allé à Bogota il y a un peu plus d'1 an, Ah ouais. au restaurant Andrés Carnes Ah Verdes. ouais, Ça te putain, parle? énorme. Ah ouais. Alors, s'il y a un resto à faire pour comprendre ce que c'est...
la joie de vivre colombienne, c'est Andrés Carneres. T'as fait celui à Bogota ou celui à À Chia? Bogota. Ouais. Alors, Bogota, c'est le deuxième. C'est Mhm. pas, il est très très cool, mais il faut comprendre que Andrés Carneres, c'est un resto qui a été créé il y a 30 ans, je pense, il y a très très longtemps. À Chia, c'est à 25-30 km de Bogota. Mhm. C'est comme si je te dis ici, je sais pas. Ah, euh, attends, peut-être que c'était celui-là que j'ai fait en fait, parce qu'on c'est- avait c'est- beaucoup roulé hors de la ouais, c'est ville. ça, c'est Ah ça. bah voilà, ok. Donc, Bah, t'as c'était fait lui. Chia. J'ai fait Bah, Chia voilà. alors. Et c'est 25 ou 30 km, tu fais 40 minutes de route, Mhm. c'est assez éloigné. C'est un mec qui a démarré en grillon des maïs. Ok. Ça marchait hyper bien. Il a racheté le truc derrière, la petite boulangerie qu'il y a derrière. Il a commencé à griller de la viande. Ça a très bien marché. Il a acheté le resto à côté. Il a commencé à griller des poulets. Ça a très bien marché. Il a racheté le resto à côté. Il commençait à cuire du poisson. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 1 kilomètre de long. Il y a une route qui passe à travers. Il y a 15 pistes de danse dedans. Enfin, c'est vraiment un truc, un folklore assez dingue. Tu es en train de manger, il y a des gens qui passent, qui crachent du feu. Il y a une femme nue qui est en train de se faire peindre. C'est un carnaval vivant. Et ce resto, c'est vrai que c'est un peu à l'emblème, c'est devenu un peu l'emblème colombien de la fête et de la restauration parce que c'est un lieu qui est très festif, assez décalé. Et les gens hallucinent quand ils y vont. Mhm. C'est clair. T'en as Bah pensé ouais, j'ai quoi? halluciné. C'est un truc de malade. C'était incroyable, j'ai adoré. Les arepas, j'adore. Ouais, arepas. J'étais choqué. Nous, on n'a pas de farine de blé. Mhm. Le blé est arrivé chez nous, mais beaucoup plus tard. Nous, nos farines qu'on utilise, c'est farine de maïs. Et le pain du Colombien, le pain d'Amérique latine, généralement, bah, c'est fait à base de maïs. Et ça, on l'appelle arepa. Quand on met un peu de fromage, arepita con queso, ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Et d'ailleurs, ce resto, bah, du coup, on était sortis, on avait mis peut-être 2 heures à trouver un moyen de rentrer jusqu'à la ville. Et il y a pas mal de gens qui nous abordaient, c'était un peu Ouais, bizarre. Il est un peu fou ce resto, tu vois, un peu au milieu de nulle part, mais c'est il super est, souvenir. il est très très loin. Enfin, il est à 40-45 minutes de Bogota. À la sortie, tu as plein de taxis, tu as plein de gens qui te proposent de te ramener parce que c'est le modèle touristique. Tu sais, tu te Mhm. retrouves à 45 minutes de la ville. Il est 4-5 heures du matin. Et là, il faut rentrer. C'est un peu galère. Mais pour moi, c'est un cirque, tu vois. C'est assez hallucinant. Tu as mangé en sortant? Non. Parce qu'en sortant, tu as des bouillons, un truc qu'on appelle caldito levantamuertos. Ok. C'est le bouillon qui réveille les morts. Tu as une énorme casserole qui fait ma taille, vraiment, c'est immense, il doit faire 100 litres. Et le bouillon qui réveille les morts. Tu sors à 4h ou 5h du mat, tu es fracassé. Et là, tu as une daronne qui te fait un bouillon à base d'os de côte de bœuf, pommes de terre, coriandre, oignon. Et ça, t'en bois un à 5h du mat et t'es comme neuf, tu peux repartir. Toi, t'allais au restaurant quand t'étais jeune ou pas? Là-bas. Souvent, ou c'était plutôt la table familiale qui primait? Ouais, pas tant parce qu'on n'avait pas trop de moyens. On sortait une fois par an au resto, tu vois, quand c'était un anniversaire, c'était une occasion spéciale. On a beaucoup, beaucoup mangé à la maison parce que ma mère, elle adorait cuisiner, elle cuisinait vraiment très bien. Euh, mais j'ai toujours été en admiration des restaurants. Je trouve que c'est un lieu dans lequel, tu vois, tu rentres et c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu dans lequel on fête des anniversaires, des divorces, des mariages, des amitiés, des gens qui se sont pas vus depuis longue date. C'est un lieu où je trouve qu'il y a des histoires qui se racontent. Et ça m'a toujours fasciné d'arriver dans un resto. Tu sais, c'est juste 4 murs. Là, tu regardes celui-là, c'est 4 murs avec quelques chaises et quelques tables. C'est inerte, il n'y a pas de vie. Et tu reviens à 20h30 ce soir et tu vas avoir un bruit, une odeur, une énergie Mhm. particulière qui se crée. Et ça m'a toujours... j'ai toujours fantasmé sur ce truc de créer un peu la vie dans un endroit qui est inerte. Je trouvais ça magique. C'est beau. Et tu vois, on a un peu toutes ces... En France, on a ces a priori sur la Colombie, le danger, l'insécurité, etc. Mais moi, je me suis retrouvé en vrai dans des situations un peu folles, coincé sur une île au large de Carthagène avec des gars qui nous demandent tout notre argent, sinon ils nous ramènent pas jusqu'au continent. Ah ouais, tu t'es On fait s'en est avoir. sorti en négociant, en parlant de foot et tout, bref. Mais toi, est-ce que tu l'as ressenti ça en étant jeune ou pas du tout? Non, moi, en vrai, tu sais, quand tu es chez toi, tu connais les choses à faire et pas faire. Je donne souvent cet exemple, c'est que, alors oui, la Colombie reste un pays qui est pauvre, reste un pays dans lequel il y a des gens qui ont faim et qui ont besoin de se nourrir. Donc, quand tu arrives et tu donnes l'envie et que tu te portes et te comportes en touriste et que tu comprends pas un peu la situation du pays, tu peux, à des moments, te faire un peu avoir et te retrouver dans des situations qui sont pas confortables, je dirais. Je suis
il n'y a pas vraiment de danger physique. Les gens, ils vont sûrement te voler ton téléphone ou ton argent. Ils vont te demander l'argent pour juste subvenir aux besoins familiaux. Mais c'est un pays dans lequel il y a, à côté de tous ces malheurs et toute cette histoire qui a été hyper dure, parce qu'on a un historique qui est compliqué, hein, ça reste un pays qui est extrêmement jovial, qui est extrêmement heureux d'accueillir du tourisme. Je donne souvent cet exemple, c'est que moi, je prends mon téléphone et je me balade à Barbès à minuit ou 1h du mat, avec ma grosse montre, et que à un moment, si tu donnes l'envie, l'envie, elle arrive, tu vois, les gens vont le voir. En Colombie, on dit no dar papaya, ne pas donner la papaye. C'est-à-dire, faut pas donner l'envie. Et il y a un deuxième qui dit papaya puesta, papaya partida. Quand tu donnes la papaye, il faut la découper, il faut la manger. Donc, en gros, tu vois, on vit dans cet esprit de, ouais, il faut faire attention, il y a des endroits dans lesquels tu te balades pas, tu négocies toujours avant. Tu vois, ce voyage à Lille, je le dis tout le temps, quand vous prenez un taxi, qu'en fait, faites négocier avant. Comme ça, le truc est plié, tu te fais pas avoir, parce que t'es pas le premier à aller à cette île. Les mecs, ils ont juste besoin de vivre, et du coup, ils essayent de t'arnaquer. C'était où? C'était à Los Islas del Rosario? C'était à Je Carthagène? crois, ouais. Mais ouais, ça, sur le côté de l'île où il n'y a pas tout le tourisme, et on voulait Ouais. faire le tour pour aller à un beach club d'air, bref. Ah oui, des bons et souvenirs quand même. Playa à Tierra Bomba, juste en face. Ouais, sûrement, ça doit être Ouais, ça. ouais, putain, Mais tu t'es ça, fait c'est bien avoir. passé. La prochaine fois, tu m'appelles avant d'y aller, merde. Ça marche. Je dirai à mes cousins de t'amener dans les îles qu'il faut. Mais tu gardes un mauvais souvenir? Non, Ça non, m'intéresse, c'était parce que génial. Non, j'ai adoré. ce moment un peu de tension, comment tu l'as Bah, vécu? moi, j'adore Le ces podcast qui moments-là. s'inverse, je passe en mode interview. Après coup, tu vois, j'adore. Au Brésil, j'avais été dans une situation encore pire, où j'avais vraiment un pistolet pointé sur moi, avec mon pote dans une favela. Et rétrospectivement, c'est des moments qui m'ont complètement changé la vision de la vie, que je suis content d'avoir vécu, même si j'irai pas les revivre, tu vois. Ouais, Mais voilà, je pense que c'est enrichissant quand même. ouais, bien sûr. De toute façon, dans des moments d'adversité, de challenge, tu es toujours mis un peu à l'épreuve, et tu flippes. Mais une fois que tu sors derrière et que tu fais l'analyse, je pense que ça, ouais, t'apprends toujours, quoi. C'est ça. Et du coup, il me semble qu'à 18 ans, tu t'es retrouvé en France. Ouais. Comment ça s'est passé, ça? Comment t'as quitté la Colombie? Bah, du coup, je grandis dans cette. Il y a une famille nombreuse. Ils sont 6 du côté de mon père, 6 du côté de ma mère. Ça fait beaucoup de cousins et cousines. Donc, je te laisse imaginer, on doit être une trentaine, une quarantaine au repas de Noël, aux anniversaires. Et qui dit famille nombreuse, dit nombreux avis, nombreux avis sportifs, nombreux avis politiques, et il y a beaucoup de différences. Donc, c'est un espèce de bordel et de brouhaha assez intense. Et le seul moment où ce cirque un peu se calmait, c'est quand ma mère ou mon grand-père mettait un plat au milieu de la table, et tout le monde se mettait d'accord. Tu vois, là, c'est-à-dire que même si c'était vraiment la guerre froide juste avant de cris et d'engueulades, le moment à table, c'était un moment d'union, de partage. Et c'était ma mère et mon grand-père qui avaient cette espèce de super pouvoir de rendre les gens heureux et de les mettre d'accord. Et du coup, en grandissant, je me dis, j'aimerais trop avoir un peu ce super pouvoir qu'ils ont, et de mettre les gens d'accord et de les rendre heureux. Et j'avais la chance, mon grand-père était un grand fan de la France, même s'il n'est jamais venu. Il a appelé tous ses enfants avec des prénoms français. Il y a Christian, Jeannette, Lucette. Enfin, c'est vraiment des vieux prénoms français. Et ma mère m'a mis dans une école française où j'ai tenu jusqu'à 6e. En 6e, on m'a gentiment remercié parce que j'étais trop indiscipliné, et ça ne marchait pas. Mais le français est resté. Ok. Je finis dans une école colombienne, et quand j'ai envie de vivre de cuisine et de gastronomie, je me dis que quoi mieux que la France pour aller exercer mon métier, quoi. Ok. Donc je me retrouve, je décroche un stage dans une école de cuisine qui s'appelle le Cordon Bleu. Mhm. Et je viens pour la première fois en France, 24 janvier 2007, où j'arrive avec mes 2 valises comme ça, tout seul dans un 14 mètres carrés. Et l'aventure commence là, quoi. Incroyable. Le début du rêve. Et du coup, entre ce moment et le moment où t'as fait Top Chef, qu'est-ce qui s'est passé, grosso modo? Ah putain. Beaucoup de choses, j'imagine. Ah ouais, laisse tomber. Enfin, on va passer 3 heures. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a ce premier boulot au Cordon Bleu, cette expérience qui est assez dingue et qui m'a beaucoup appris.
Je faisais pas vraiment des cours, mais j'étais assistant. C'est-à-dire Ok. que je faisais les mises en place pour les déjeuners, pour les cours. Et tu sais, la cuisine, c'est un peu comme le basket, comme le football, comme le tennis. T'avoues apprendre toute la théorie possible et inimaginable. Si t'es pas sur le terrain en train de taper à la balle, t'apprends pas. Et il faut de la théorie, mais il faut quand même beaucoup de pratique. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir peut-être pas toute la théorie, mais beaucoup, beaucoup de pratique, Mhm. ce qui m'a fait avancer assez rapidement. Et un des examens finaux, il y a un gamin qui se présente pas. Moi, j'étais assez proche des chefs à l'époque. Et, euh, et je demande à un des chefs si je peux passer l'examen à la place d'un des gars. Il me dit, bah ouais, si tu veux. C'était un jury externe qui faisait les... À l'époque, c'était un tout petit bâtiment dans le 15e arrondissement. Mhm. Et le jury, il goûte les plats et j'ai la meilleure note de l'examen. Et un des jurys, Patrick Terrien à l'époque, qui était un des chefs, me demande quel était mon rêve et je lui dis, je rêve de rentrer chez Pierre Gagnère. Mais Pierre Gagnère ne prenait pas des stagiaires à l'époque. Et Patrick Terrien sort son téléphone, il appelle Pierre Gagnère et du coup, lundi, une semaine après, j'étais dans les cuisines de Pierre Gagnère en train de démarrer. Incroyable. C'était une expérience de dingue. Là, je fais presque un an. J'avais pas de papier à l'époque pour travailler. J'avais des papiers d'étudiant, donc je Mhm. faisais des stages. Ok. Je trouve un resto qui me fait les papiers, où je bosse de façon gratuite pendant quelques années, pendant quelques mois, pour faire le changement de statut. J'ai le changement de statut. Je passe au Georges V, où je bosse pendant 2 ans. Bristol, 3 étoiles, où je bosse pendant un an. Et là, je fais Top Chef. Donc, avant de faire Top Chef, t'avais pas ouvert de restaurant? Non, non, Ok. non, j'ai pas de resto. Je suis chef de partie du coup, au Bristol, qui est un resto 3 étoiles, avec Eric Fréchon. Mhm. Et j'ai 22 ans, je crois, ou 23 ans. J'arrive à Top Chef, je crois que je suis le meilleur cuisinier du monde, que je vais défoncer tout le monde, que je suis mais vraiment au-dessus de la mêlée, quoi. Je suis trop puissant, quoi. Et là, je me fais éclater la gueule. Je me fais démolir. On est 14 et je sors 10e. Mhm. Donc il y a une grosse remise en question. Il y a, en plus, tout ça diffusé à la télé, tu vois, devant 4 millions de Français. Et du coup, il y a une grosse remise en question. Tu te dis, finalement, tu vois, t'as encore plein de choses à apprendre. Tu t'es pris pour un cador et il y a une espèce de descente aux enfers, mais qui est assez challengeante et qui m'apprend beaucoup de choses. Ok. Et qui m'explique à quel point il faut avancer et que tu peux réussir dans ta vie, mais il faut toujours garder un peu la tête sur les épaules, quoi. Et toute la période avant Top Chef, donc quand on arrivait en France et Top Chef, c'est quoi la plus grande leçon que t'as appris de cette période à ton avis? Avant Top Chef, Ouais. en vrai, enfin, je sais pas si c'est, je sais pas si en France, on a du mal à parler de l'échec. On parle Mhm. souvent du succès. On parle des choses qu'on réussit et on parle jamais des choses qu'on foire. Ce que je trouve très triste. Toi qui côtoies un peu le basketball, qui a beaucoup voyagé, je pense que tu as une approche à la culture anglo-saxonne. Tu te rends compte qu'il y a une différence. Tu vois, quand tu es entrepreneur aux États-Unis, tu foires une ou deux boîtes, les banques ils continuent à te suivre. Il y a des gens qui continuent un peu à te mousser parce que tu as essayé, tu vois, tu as tenté. Et ils te poussent à que tu continues à créer. Finalement, le gars, il finit par, à sa troisième tentative, un grand Mhm. succès, il devient milliardaire et il va parler toute sa vie de ses échecs. C'est ces échecs qui l'ont amené à avoir le succès qu'il a aujourd'hui. En France, j'ai l'impression qu'on creuse souvent les échecs et on les enterre. Et c'est hyper triste parce que d'une, bah, il n'y a que toi qui apprends, tu ne les partages pas aux autres, donc tu empêches les gens qui te suivent ou qui t'entourent d'apprendre à ta place, tu vois, et d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Et surtout, il y a un truc un peu perso dans lequel on garde l'échec comme toujours quelque chose qui nous a fait du mal. Moi, je trouve que dans l'échec, ok, tu t'es coupé, tu cicatrices, tu te souviens qu'il faut plus faire comme ça, mais il faut pas tenir le couteau de cette façon, mais il faut apprendre. Et plus tu le partages, et bah, moins tu évites aux autres, je pense, de commettre les mêmes erreurs que toi. Donc, je pense que ce que j'ai appris avant Top Chef et avec cet échec, tu vois, c'est Mhm. que peu importe ce que tu vis, moi, mon échec, il est public à Top Chef. Ouais. C'est-à-dire que je peux pas le cacher. Et je me suis dit, merde, tu vois, c'est ok, on est là, qu'est-ce que je fais maintenant de ça? Et c'est ce que j'ai fait, tu vois, Top Chef m'a montré certaines portes, et derrière, c'était à moi de les pousser. J'ai eu une petite mise en avant,
une petite visibilité. Et après, j'ai fait les contacts avec les bons journalistes. Le banquier où j'ai été, il s'est rappelé de moi. Et du coup, le premier prêt, il me l'a accordé parce qu'il savait que j'avais été à Top Chef. Il se souvenait vaguement de quelle place j'avais, tu vois, et comment j'avais chié mon Top Chef. Mais il m'avait vu. Et derrière, il y avait je pense, cette vision d'avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. J'ai toujours eu cette notion qui est un peu la Colombie. Tu vois, je pense que la Colombie m'a beaucoup apporté ça. C'est que même si on a toujours souffert, même si on est un pays en guerre, même si on est un pays pauvre, même si on est un pays dans lequel il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, c'est un pays qui reste toujours heureux. Et il y a une phrase d'une chanson incroyable de Calle 13 avec Totola Momposina, qui est une chanteuse colombienne, qui dit que l'Amérique latine est un peuple à qui on a coupé les jambes, mais qui n'a jamais cessé de marcher. Et cette phrase, je la trouve hyper puissante. Donc moi, les échecs, je les vois comme ça. Ok, on nous coupe les jambes, mais on ne va pas s'arrêter de marcher, on va toujours de l'avant. Donc je pense que c'est ça, ce qui m'a appris cette période avant Top Chef et surtout Top Chef, c'est que ouais, quand tu as des échecs, souris, apprends et avance. Ok. Et du coup, à ce moment-là aussi, est-ce qu'il y a un chef qui t'a beaucoup inspiré? Ah ouais, il y en a. Enfin, oui, tous les chefs avec lesquels j'ai travaillé étaient hyper inspirants, mais si je dois en sortir un, pour moi, c'est Pierre Gagnère. Parce que alors c'est lui, tu sais, en venant de Bogota, je connaissais déjà Pierre Gagnère, Ok. j'avais envie de travailler chez lui. Le premier livre de cuisine qu'on m'offre, c'est un livre de Pierre Gagnère. C'était une pote de ma mère qui était venue en France et qui avait entendu parler de Pierre Gagnère, et elle trouvait le personnage incroyable. Elle m'offre ce livre, je me souviens l'ouvrir et aller sur le site de Pierre Gagnère à l'époque où T'avais quel Internet... âge à l'époque? J'ai 14 ou 15 ans. Ok. C'est l'époque où Internet, c'était des modems et ça se connectait, tu sais, en... Je fais très mal Internet, pardon, excusez-moi. J'imite vraiment trop mal. On voit très bien de quoi tu parles. Et du coup, ça mettait du temps à se connecter. Il y avait 15 minutes avant que la page elle s'ouvre. Et je vois une vidéo qui s'appelle 24 heures chez Pierre Gagnère. Et je trouve ça génial, vraiment, c'est hyper bien tourné, c'est super beau et super inspirant. Je me dis, un jour, je rêve de bosser chez lui. J'ai réussi, du coup, comme l'histoire du Cordon Bleu que je t'ai raconté, à décrocher ma place de stagiaire là-bas. Ça fait 3 mois que je suis chez lui. Je bosse mais comme un malade, j'adore mon taf. C'est dur, mais j'apprends tous les jours et ça me passionne. Et un jour, on est à période de Noël. Mon moyen de transport, c'était le vélo. Et je sors du resto. Il y avait mon vélo qui était plié et on l'avait pris à coups de pied, tu vois. Il était complètement plié. Toujours accroché, mais plié. Des gens bourrés qui ont dû passer, qui se sont amusés un peu à le matraquer. Je rentre avec le vélo sur l'épaule. Le lendemain, je prends le métro, j'arrive à la bourre au resto. Je me prends une énorme branlée de Thierry Machinou, qui était le chef de cuisine. Et je rentre chez moi le soir, je suis en larmes. Et ma mère m'appelle à ce moment-là. Je raconte l'histoire, je suis un peu au fond du seau. Au son du faux. Au fond du seau. Et ma mère, cette mère que je t'ai racontée tout à l'heure, cette mère qui aime beaucoup, qui est un peu câlin, qui est un peu canard, va sur Internet. L'Internet allait un peu plus vite maintenant, à ce moment-là. Elle va sur Internet, elle va sur Contact à Pierre Gagnère, et elle écrit un mail. Elle met bonjour, mail pour chef Pierre Gagnère. Moi, maman, chef petit Colombien qui, toi, t'as dans ta cuisine. Lui, pas beaucoup d'argent. S'il te plaît, désolé pour retard. Moi, aime beaucoup lui, fils de ma vie, petit amour. Merci, chef, comprendre. Je t'aime, bisous. Ma mère qui envoie, signé Jeannette. Elle envoie ce mail dans la nuit. Le lendemain, à 11h du mat', Gagnère rentre en cuisine. C'est qui le Colombien? Et je dis putain merde, je vais me faire virer, tu vois. Et je suis arrivé à la bourrière, je suis viré. Donc je lève la main. Il me dit je t'attends à 15h dans le bureau. Vraiment, moi, c'était fini. Donc je fais le service. J'arrive à 15h dans le bureau, tête basse, en train de regarder par terre. Et il a ses lunettes comme ça. Et là, il me dit c'est qui Jeannette? Et là, je dis mais comment il connaît le prénom de ma mère? Et je dis bah c'est ma mère, chef. Il me dit j'ai reçu un mail, c'est quoi l'histoire du vélo? Et je lui dis bah il y a mon vélo, on me l'a cassé, j'étais à la bourre, Thierry m'a engueulé, du coup j'ai eu ma mère au téléphone et j'ai l'impression que vous avez écrit je suis désolé chef, ça n'arrivera plus. Et il me dit ça coûte combien un vélo? Je dis bah je sais pas chef, moi j'ai acheté le mien 50 € en seconde main. Il m'a fait un chèque de 300 €.
Il m'a dit va chez Decathlon à Avenue Wagram, achète-toi un vélo et fais plus chier. Et, et tu vois, c'est assez incroyable et je raconte cette histoire parce que c'est un gars. Alors, j'ai bossé dans des cuisines où il y avait du marbre, de l'inox, les derniers fours, il y avait vraiment tout, quoi. On Mhm. était des brigades de 90. Chez Gagnère, c'était une petite brigade, on était 10 ou 11. C'était assez sauvage. Mais en fait, cette expérience m'a marqué parce que je retiens pas forcément la cuisine, je retiens pas forcément les outils, l'argent, les moyens. Ce que je retiens, c'est l'humain. Pierre Gagnère, j'étais rien pour lui, j'étais un stagiaire, tu vois. Et pour lui, 300 balles, c'est pas grand-chose. Et ce geste un peu infime pour lui, pour moi, c'était le geste ultime, tu vois. C'est le truc qui m'a marqué à vie. Et je me suis dit, putain, ce mec est quand même exceptionnel et je l'admirerai toute ma vie. Avec ce geste, il s'est assuré ma confiance et mon respect et ma fidélité pour le reste de la vie, quoi. Donc en vrai, c'est ça, tu vois, c'est pas juste la cuisine, c'est aussi l'humain qui est derrière. C'est intéressant. Ouais. Et du coup, tu as dit que vous étiez parfois 90 dans des cuisines. Ouais. Et du coup, comment tu penses que tu as fait pour te détacher un peu? Parce que j'imagine que ça doit être super compétitif. En vrai, tout le monde veut progresser. Et toi, tu t'en es sorti comment? Ouais, alors la cuisine est un milieu qui est. Enfin, en France, il y a un côté un peu chauvin en plus. C'est la gastronomie française, c'est ce qui fait. C'est patrimoine mondial de. euh, c'est ça? C'est au patrimoine mondial, hein, je crois. La, Ouais, la je crois, de gastronomie, l'UNESCO, c'est sûrement. Hein. protégé au Mhm. patrimoine Je crois mondial. bien. Et j'ai pas envie de dire une connerie, mais c'est vraiment quelque chose qui a fait la renommée de la France dans le monde entier. Donc il y a une vraie protection, je pense, de la gastronomie, surtout dans les étoilés, et surtout à l'époque. Mhm. Aujourd'hui, les réseaux ont un peu calmé ces ardeurs qu'il y avait peut-être en gastronomie il y a quelques années. Mais ce qui est fou, c'est que c'est hyper dur de se démarquer, comme tu le dis. Tu as des gens du monde entier qui viennent faire leur place, surtout dans des brigades dans lesquelles on a bossé. Moi, je me suis rendu compte à un moment que, tu sais, monter les étapes et les échelons comme ça, petit à petit, dans des brigades, c'était hyper compliqué parce que non seulement, alors oui, il y a une notion de talent, il y a une notion de travail, mais il y a aussi un peu de politique, il y a aussi un peu de, comme dans tous les univers, hein, à un moment, on va pas se mentir, mais quand tu t'entends mieux avec quelqu'un, tu vas le faire monter un peu Ouais. plus vite, même si les talents sont un peu près les mêmes ou des fois on oublie un peu le talent ou le laisse de côté, mais la méritocratie, c'est pas toujours ce qui fait augmenter ta position. Et moi, à un moment, j'ai beaucoup souffert de ça. Euh, au Georges V, j'ai beaucoup souffert de ça parce que j'avais du mal à un moment, j'avais stagné et il y a une place qu'on m'a promis pendant presque un an et qu'on m'a jamais donnée. Et du coup, je sais pas, à un moment, je me suis dit, si j'arrive pas dans ce genre d'univers, il va falloir que je crée ma place tout seul, quoi. Et c'est là où je décide de sortir un peu de cette carrière traditionnelle. J'ouvre mon premier resto à Boulogne. Alors, tu vas à Plancha, c'est loin des métros, c'est pas dans une rue passante, c'est face à une caserne de pompiers, donc t'as pas le droit aux licences 4. C'est un endroit qui est hyper galère, en vrai. Tu fais un concours qui s'appelle Où ouvrir le pire restaurant de la planète. J'aurais pas pu m'inscrire parce que je suis hors compétition. C'est un endroit vraiment de merde, je te jure, c'est affreux. Et j'ai ouvert ce resto, on a fait 3 mois à faire 0 couvert, et un jour, il y a un client qui rentre, qui s'éclate, et qui a un blog, et il nous met un article, et cet article fait décoller le resto. Et grâce à ça, derrière, tu vois, il y a une notoriété qui se fait. J'ai le banquier qui voit le compte en banque qui se remplit, on ouvre un deuxième resto. Le deuxième mène à un troisième. Derrière, on ouvre le premier Yaya. Aujourd'hui, on en a 5. Et comme ça, tu vois, la boule de neige a démarré. Et comme tu le disais, aujourd'hui, on en a 14. On a un groupe de restauration avec 14 restos, une branche consulting où on a 4 restos en plus. On a aujourd'hui 2 marques d'épicerie, une grecque et une d'Amérique latine, Calios et Amadito. Donc il y a eu, ouais, à un moment quand j'ai senti que ça stagnait et que dans les 90, j'arrivais pas à trouver ma place, je me suis dit qu'il fallait peut-être sortir des sentiers battus et créer mon propre chemin. C'était dur de quitter ça un peu, de te lancer un peu solo? Parce que j'imagine quand t'es dans un milieu depuis aussi longtemps, où t'as progressé, où t'es un peu confortable, est-ce que c'était dur pour toi de lâcher tout ça, cette sécurité entre guillemets?
de prendre un En petit vrai, risque. ça serait mentir de te dire que ça a été difficile parce qu'en vrai, j'ai eu toujours ce côté un peu tête brûlée, tu vois. J'arrive pas trop à rester euh, stable dans un endroit, tu vois. J'ai tout le temps besoin d'être en mouvement. C'est pour ça qu'on m'a viré de l'école en sixième, tu vois. C'est que j'étais vraiment un gars qui pouvait pas se poser. Et, et j'ai toujours été un peu tête brûlée, tu vois. C'est marrant, mais j'ai toujours eu ce côté un peu kamikaze, à presque foncer sans trop réfléchir. Et c'est ces gestes-là, les trucs un peu kamikaze sans réfléchir que j'ai fait, que les gens derrière, ils disaient, putain, mais comment t'as eu cette idée? C'est hyper audacieux d'avoir réfléchi à ça. Et un jour, je faisais une conférence sur l'audace, et on me pose la question, c'est quoi l'audace? Et je me souviens d'avoir répondu, mais c'est juste quelque chose complètement taré et quelque chose et c'est une grosse folie à un moment où tout le monde t'a dit n'y va pas et toi tu as été assez têtu pour y aller et finalement tu as réussi à transformer cet essai et ça devient de l'audace. Donc tout le monde, tout ce que les gens vont te dire souvent, putain mais c'est complètement taré, il y a trop de dangers, c'est compliqué, tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir et que toi tu es assez têtu pour peut-être te dire que bah, je vais quand même la tenter. Et bah, souvent, c'est ces actes-là que les gens vont traiter Mhm. d'audacieux et c'est grâce à ça que tu vas briller. Tu as plein de chats, c'était complètement débile. Et ça a Tout le été dire. monde, c'est débile. Tout le monde m'a dit, n'y va jamais. On a été, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui le groupe a existé. Tu vois, on a ouvert le premier Yaya à Saint-Ouen. C'était il y a 6 ans. Yaya, c'est un restaurant grec en plein milieu de Saint-Ouen. Donc Saint-Ouen, il y a 6 ans, il n'y avait rien là-bas. La rue dans laquelle on a ouvert n'existait pas, n'était même pas référencée par Google. Waouh. Alors, t'ouvres, je te dis, mets-toi il y a 6 ans et tu as un pote qui t'appelle et qui te dit, frère, je t'amène bouffer un grec fait par un Colombien à Saint-Ouen. Tu te dis, mais tu te fous de ma gueule, mec. Jamais de la vie. C'est quoi ton entourloupe? Et on a ouvert ce resto il y a 6 ans, on a tenu tête. Et aujourd'hui, on en a 5, on a fait des soirées là-bas, on était 1200, il y avait tout Paris qui allait faire des gros stuff là-bas. On était obligé de ramener des chiottes parce qu'il y avait 4 toilettes à l'extérieur, on avait un service de sécurité pour contrôler, on avait 1200 personnes en soirée là-bas. Donc en vrai, ouais, des fois, l'audace et le challenge, c'est surtout tes choix les plus difficiles. Est-ce que sortir de ce chemin un peu classique de brigade a été difficile? Non, Mhm. c'était pas facile, c'était du taf. Mais moi, j'adore ça, tu vois. J'ai toujours adoré taffer, j'aime ça. Donc, non, il y a des moments où tu sautes un peu dans le vide, mais une fois que tu es dessus, Ok. t'espères que le parachute s'ouvre avant que ça s'arrête. Mais ouais, non, Ouais, ça c'est n'a bien pas été ouvert. si dur que ça. Ok. J'y croyais, j'étais un peu obstiné, mais Et voilà. à quel point c'est dur d'ouvrir un premier restaurant? Parce que je me rends pas compte d'avoir tellement de travail administratif, trouver le lieu, les financements. Alors, c'est marrant parce que avec les émissions de télé, on a l'impression qu'être chef et ouvrir un restaurant, c'est vraiment trop facile et trop sympa. Et puis, tu as ton resto qui est toujours plein et tu accueilles les copains et puis tout sourit et tu invites tout le monde et ça se passe bien. Il y a une phase cachée du restaurant, comme tu le dis, qui est hyper compliquée. C'est les masses salariales, c'est tes food costs, c'est tes achats, c'est les livraisons qui n'arrivent pas, c'est les jours pluvieux, c'est les services vétérinaires, c'est euh, tes salariés qui viennent pas, tes clients qui viennent pas. C'est le Covid, c'est les grèves de transport, c'est les gilets jaunes, c'est l'inflation, c'est la guerre en Ukraine, c'est la moutarde il y a plus, c'est l'huile d'arachide, c'est tout ça quoi. C'est ton poulet qui passe d'1 euro à 2 ou de 10 à 20 quoi. Enfin il y a tellement de complications dans un resto, tu te rends pas compte. Et l'ouverture de mon premier resto était simple parce que j'étais dedans. Tu vois, parce que j'étais vraiment dedans, 7-7, 24-24. J'avais une nana à l'époque, je me suis fait virer. Et du coup, j'avais pas d'appart et je dormais dans mon resto. J'avais mis un lit de camp que j'avais acheté chez Decat et je dormais dans l'épicerie. Euh, et j'ai fait ça pendant 3 mois, 4 mois. Jusqu'au moment où ma mère l'apprend. Elle vient. Mais non. Je l'avais caché à ma mère. Et c'est un gars qui bosse avec moi qui dit à ma mère que j'étais en train de dormir dans l'épicerie. Ma mère, elle vient. Elle me met une énorme soufflante. Elle me dit, mais c'est pas possible, tu peux pas vivre dans le truc, quoi. Et moi, j'étais bien dans mon resto. Je bossais 24-24, 7-7, j'étais trop bien. Et en vrai, quand tu es dans ton resto, que tu accueilles chaque client, tu leur dis bonjour, au revoir, que tu es là, maître de tes livraisons, que tu n'as pas reçu
le poulet, mais tu es là pour créer, pour transformer, pour te réinventer. Quand tu es là, ça va. En vrai, pardon. En vrai, le premier resto, ça va. C'est pas le plus compliqué. Ok. Les complications arrivent quand tu ouvres le deuxième. Et après, tu ouvres le troisième. Et après, tu peux pas être partout. Et après, les clients qui viennent te voir dans le premier, ils t'ont pas vu. Donc, du coup, ils vont dans le deuxième, ils t'ont pas vu. Et ils passent dans le troisième et ils reviennent plus. Parce qu'ils venaient pour te voir. Il y a aussi cette image que tu as créée qui te permet de remplir un resto, qui te permet de remplir 2, mais qui te permet pas de remplir 3. Parce qu'il y a une dilution naturelle qui se fait. Tu vois, ta communauté aujourd'hui, tu as 100, 200, 300, 400 000, 500 000, 1 million. Demain, tu as 30 restos. Et bah, cette dilution, elle est mécanique. Hein, donc, ça, c'est plus compliqué aussi. Tu vois. Pour moi, la complication, elle arrive quand tu dois établir des process, quand tu dois faire confiance à gens, quand tu dois fidéliser quand tu vas fidéliser ton staff. C'est là où ça devient plus compliqué. Donc, en vrai, quand tu ouvres un resto, c'est génial. C'est génial. À la fin de tableau, tu contrôles un peu tout. Moi, j'appelais tous les matins le poissonnier pour négocier les prix. J'appelais mais tout, je le négociais tout. Donc, tu vois, j'avais des prix qui étaient géniaux. Quand tu as 14, c'est plus compliqué. Okay. Quand tu as un groupe, être maître de la situation partout, c'est compliqué. Et tu passes presque ta vie à éteindre des feux. Tu vois, cette image, elle est assez belle. Quand tu as un resto, tu viens, tu allumes ton feu, tu prépares, tu rentres chez toi, tu es maître de la situation. Quand on a 14, eh ben, tu passes ta journée à éteindre des feux. Tu vois, tu deviens plus un pompier qu'un cuisinier. Mais ça fait partie un peu du game et j'adore ça. Et j'ai la chance d'avoir 2 associés qui sont incroyables avec qui aujourd'hui je tiens le groupe, qui sont les fondateurs de Kalios. PJ, qui est un génie de la stratégie, du développement. C'est lui qui met aussi en place tous les process. Et il y a Greg qui est un peu le génie des chiffres, qui peut passer des jours et des jours derrière un tableau Excel à le remplir. Et c'est lui qui gère toute la relation aussi. Donc on est très complémentaires et c'est grâce à ça qu'on arrive à éteindre les feux au fur et à mesure. Tu m'as dit que du coup, tu deviens un cuisinier qui devient un pompier. Mais c'est un peu ça, t'es un chef qui est devenu un homme d'affaires. Comment t'arrives à garder ton côté chef, ta créativité, alors que t'as tellement de choses à penser à côté? C'est vrai que moi, mon métier a beaucoup évolué, mais j'ai jamais oublié, tu vois, que moi, mon taf, c'est la raison pour laquelle je suis là, c'est la cuisine, tu vois. Je peux pas me déconnecter de ça. Donc, quand je suis au service et que je suis dans les restos, souvent, soit je suis au service, soit je suis au pass, mais je peux pas me déconnecter de ça. Il y a toute la partie événementielle en extérieur où c'est moi qui prépare, c'est moi qui envoie parce que j'ai vraiment aussi besoin de cette connexion. Et surtout, c'est tous les events extérieurs, c'est des menus qu'on ne fait jamais 2 fois. C'est-à-dire que on crée un menu unique exclusivement pour un instant. Et derrière, ce menu, il restera juste en souvenir, mais on ne refera pas des plats. Et après, il y a toute la partie des réseaux sociaux dans laquelle je continue à cuisiner. Parce que c'est vraiment, je ne peux pas m'enlever ça aujourd'hui. Ça serait, tu vois, ça serait ôter l'âme de tout ce métier, de tout ce de la raison pour laquelle je suis là. Donc, je peux pas. Aujourd'hui, oui, j'ai une deuxième casquette qui est venue se rajouter et j'ai ce côté un peu business et ce côté entrepreneuriat. Mais je peux pas enlever la partie cuisine. Je pourrais pas être heureux s'il y avait pas ça. Et je pense que dans l'équation nécessaire pour atteindre un succès, il faut aimer aussi ce qu'on fait. Tu vois, faut être absolument dingue du métier qu'on fait. Et bien sûr, il y a des choses qui sont un peu chiantes et qui sont différentes à ta passion, parce que sinon il n'y aurait pas un salaire, tu vois. Sinon, ça s'appellerait les vacances et tu payerais pour y être. Quand tu taffes, c'est parce qu'il y a des choses qui sont des contraintes. Tu fais des choses tu es payé pour. Il y a une monnaie d'échange. Donc, si c'était purement plaisir, encore une fois, ça serait des vacances. Donc, moi, je comprends qu'aujourd'hui, il y a des contraintes et que mon métier a un peu évolué. Mais je garde toujours un pied en cuisine. Je serais incapable de vivre sans. Est-ce que ça te plaît d'être un peu sous stress ou tout le temps pression un peu constante comme ça? J'ai toujours adoré cette boule au ventre. C'est la cuisine, le service, on appelle ça le coup de feu. Le coup de feu, c'est vraiment un coup de feu, quoi. Ça part, si tu rates le train, il t'attend pas, quoi. Et j'ai toujours adoré cette espèce d'adrénaline qu'il y a avant et pendant le service.
j'ai toujours été un adepte de cette sensation. C'est pour ça que j'ai adoré faire de la télé après, parce que je sortais aussi un peu de ma zone de confort. Je me mettais dans des situations qui étaient toujours un peu compliquées. J'ai toujours adoré les challenges, que ça soit culinaire ou sportif ou même dans la vie. Tu vois, je suis un adepte de ça, parce que j'aime bien ce genre de sensations fortes, effectivement. Donc, je continue aujourd'hui à chercher cette sensation. Aujourd'hui, dans mes restos, une fois que tu maîtrises un peu tout, tu l'as un peu moins parce que tu es maître de tout. Tu es maître de. Ça devient presque des automatismes. Tes gestes, le sel, le poivre, les tickets, tes dressages, c'est vraiment des automatismes. Tu deviens presque une machine. Et moi, j'aime bien cette. C'est pour ça que j'adore les events extérieurs. Mhm. Parce que tu cuisines pas chez toi. Donc, tu es vraiment mise un peu à l'épreuve. Et j'adore cette sensation un Ok. peu de challenge. Ouais. Bah, tu vois, j'ai commencé moi la course à pied parce que c'est quelque chose de dur. Tu vois, je sais que quand je vais faire un marathon, je sais que ça va être dur, donc je sais que je pars pour souffrir. Ouais. Et je considère que si je suis capable de faire des choses dures physiques comme ça, après, faire des choses dures mentales, travailler longtemps, faire plus, ça sera plus facile. Est-ce que tu as un peu cet état d'esprit aussi? Oui, je pense que, enfin, 100%, à la base, je le faisais pas en étant conscient de ça, mais beaucoup des challenges et de souffrances que je me suis infligé, notamment dans des challenges sportifs, m'ont aussi fait énormément réaliser qu'il y avait des situations dans le boulot que j'étais prêt à tenir. Tu vois, il y a des situations de stress, des situations un peu compliquées. Je me dis, mais si j'ai réussi à courir pendant 12 heures en plein milieu du désert, en pleine autonomie, ça va, tu vas réussir à t'en sortir. Tu vois, il y a une notion de contraste, tu vois, qui est hyper Mhm. intéressante quand tu te mets dans le dur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de scientifiques qui ont analysé que quand tu mets ton corps à rude épreuve, finalement, derrière, tu es un peu plus apte à tenir des moments de difficulté. Il y a il y a ce truc sur Instagram et sur les réseaux que tu vois passer régulièrement, cette phrase, c'est un gars qui dit que les temps durs font des gens forts, les gens forts font des temps meilleurs, les temps meilleurs font des gens faibles, et les gens faibles font des temps durs. Tu vois, c'est un peu ce cycle un peu qui tourne, et je trouve que ouais, le fait de se mettre dans des situations difficiles te permet d'avoir un peu plus d'outils pour affronter des moments difficiles dans la vie. Ouais. C'est quoi le moment le plus difficile de ta vie, justement? Le moment le plus difficile de ma vie, c'est... Waouh, cette question, elle est puissante. Hein. En vrai, j'en ai vécu plusieurs qui sont difficiles parce que là, t'as des... tu peux avoir des déceptions qui sont des déceptions, comment tu dis, de travail laboral, euh, Professionnel? professionnel, pardon. J'ai l'espagnol qui se croise des fois C'est ça. au français. Tu sais, t'as des déceptions qui sont professionnelles, t'as des déceptions qui sont amoureuses, t'as des déceptions qui sont juste personnelles, hein, sur des challenges ou des buts que tu t'es mis dans la vie que tu n'atteins pas. Euh, Est-ce qu'il y en a un en particulier? Non, je pense que la chose la plus dure que je vis aujourd'hui et que j'ai vécue aujourd'hui, c'est d'être loin de ma famille. Ça, c'est l'épreuve la plus rude que j'ai. Parce que finalement, tu vois, tout le reste va et vient, tu vois, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, que ça soit amoureux, que ça soit même économique, tu vois, ça va, ça vient. Tu peux lutter, euh, tu peux travailler pour le remplacer ou pour le récupérer. Alors que le temps que tu passes loin de ta famille, c'est quelque chose que tu peux jamais récupérer. Et moi, j'ai cette force, tu vois, de caractère d'aujourd'hui vivre loin, mais en même temps, je suis conscient que c'est du temps qui est perdu et c'est du temps que je vais jamais récupérer. J'ai laissé mon petit frère quand il avait 5 ans. Je suis revenu, il savait écrire, parler plusieurs langues, jouer à la guitare. Et c'est des moments que j'ai perdus à jamais. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion de revenir chez moi, je profite ou que je peux les faire venir, je profite à 100% parce que je sais que c'est des moments qui n'ont pas de valeur. Donc C'est je pense que clair. l'épreuve la plus dure, elle n'est pas encore passée parce que je vis toujours encore loin d'eux. Mais ouais, c'est ça la plus rude épreuve. Maintenant, j'aimerais bien parler un peu de ta vision de chef et comprendre un peu comment les chefs arrivent à faire
avec des ingrédients basiques, des plats aussi complexes, tu vois. Moi, par exemple, une fois, j'avais essayé de faire un ceviche. J'ai l'impression qu'entre le moment où j'ai sorti le poisson de la boîte et que j'ai fini, il n'y avait pas de différence, tu vois. Déjà, C'était le même poisson. déjà, pourquoi tu sors le poisson d'une boîte? Ça, Bref, c'est. non, mais t'inquiète. Par exemple, moi, je suis pas un chef, c'est pour ça que je suis pas un chef. Mais Il genre, est par là le exemple, problème. imaginons que je te donne du poulet et des pommes de terre. Comment tu vas transformer ça en plat de chef? Bah, il y a plusieurs. Alors, tu as dit quelque chose qui est hyper intéressant là, tu vois. Il y a quelque chose qui est super important. Tu as dit, j'ai essayé de faire un ceviche, je l'ai sorti de la boîte. Pourquoi je rigole de ça? C'est que tu peux pas faire une cuisine des qualités sans produit de qualité. Déjà, la base, elle est là. Tu peux pas. Et tu te rends compte en plus avec le temps et avec l'expérience, c'est que moins tu transformes un produit de qualité, mieux il va être à la fin. Tu vois, l'assiette va être plus pure, plus nette, plus lisible, plus claire. Quand tu es jeune et que tu es un peu fugueux, souvent tu vas essayer de rajouter plein de choses dans une assiette et à la fin tu comprends plus rien. Et avec le temps et l'expérience, tu te rends compte que souvent les meilleures recettes et tes meilleures plats, c'est là où tu enlèves tout le superflu, tu vois, un peu plus, euh, plus droit au but. Et Mhm. finalement, ce ceviche, qu'est-ce qui va faire le. Je prends le ceviche. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un ceviche? C'est déjà un poisson qui est pêché frais. Donc il faut vraiment avoir le sourcing et il faut que ton poisson soit d'une fraîcheur exceptionnelle, monstrueuse pour que le goût n'ait pas ce goût poissonneux et un peu euh, dégueulasse qu'il peut avoir un vieux poisson. Il faut que la chair ait une mâche délicate, que le parfum, que ça soit soyeux, que ça soit agréable. Donc il faut la fraîcheur. Il faut, encore une fois, il te faut des produits de qualité. Il te faut un bon citron vert, il te faut une bonne coriandre, il faut des oignons qui sont taillés finement. Euh, et après, il y a deux, trois astuces qui te permettent de faire d'un plat classique, peut-être un plat génial. Comment tu fais? On reprend cet exemple du poulet et de la pomme de terre. Mhm. Si tu as un très bon poulet, tu prends une volaille Jean des Landes qui a gambadé un peu dans les prairies landaises et qui n'a pas été élevée en batterie dans une cage surposée les unes aux autres avec la cousine qui lui chie au-dessus sur les yeux. Tu vois déjà, là, si tu démarres avec un produit de qualité, tu vas avoir quelque chose de meilleur. La deuxième, c'est la cuisson. Il faut que tu maîtrises ta cuisson pour pas la sécher parce que c'est dommage d'avoir un poulet qui a crevé 2 fois parce que tu l'as massacré sur ta poêle et que tu l'as surcuit et tu l'as desséché. Donc ça, c'est très important aussi. Tes pommes de terre qui sont bien croustillantes dehors et peut-être fondantes à l'intérieur. Et un twist, tu vois. Un truc, moi, je me suis rendu compte que en fait, la personne, quand elle va manger le plat, elle aime reconnaître et avoir un petit truc qui se dit putain, qu'est-ce que c'est? Je connais, mais je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Tout simplement, tu prends un zeste de citron jaune ou citron vert que tu vas râper dans ta volaille à la fin. Tu vois, un truc qui va te parfumer ta volaille. Tu vas le suggérer, mais tu vas pas le dire. Tu vas pas mettre ton gros citron au milieu, tu vois, de façon un peu brutale. Ok. Tu vas prendre juste quelques zestes et tu vas le mettre par-dessus. Et là, quand la personne, elle va déguster, elle va se dire putain, il est juteux le poulet. Il y a la fleur de sel, le poivre bien comme il faut. Il est juteux. Le jeu de texture de ta pomme de terre, elle est bonne. Et en plus, il y a ce petit truc que je sais pas ce que c'est. Un petit goût d'agrumes. Zeste de citron vert, tu vois. Donc en vrai, ça tient un peu. C'est un bon produit, une bonne cuisson, un bon assaisonnement et ce petit twist qui rend cette assiette un peu originale et pas comme les autres, quoi. Mais il faut pas que tu rajoutes plein de trucs. Il faut pas Mhm. mettre des centaines et des milliers de choses. Juste savoir faire ses achats, savoir les respecter parce qu'il y a des producteurs qui se donnent du mal pour apporter des bons produits à notre table et mettre un petit twist, mais pas trop, quoi. Juste un petit truc. Déjà, je m'excuse auprès des gens qui regardent le podcast qui ont faim. Parce que là, ça m'a assassiné personnellement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, finalement, ce qui va faire la différence entre un plat de chef et un plat lambda, c'est des détails. C'est les 10% en plus qui, en fait, font 90% de la différence. Je pense que ça fait un parallèle avec un peu le travail où tout le monde est capable de faire la base du travail, mais c'est le travail en plus qui va amener la grosse différence derrière. Et Ouais. est-ce que tu as une technique que tu utilises qui pourrait faire une grosse différence, par exemple, pour des gens qui cuisinent un peu, mais qui sont pas forcément des experts? Ouais, alors il y a plein d'astuces et plein de détails. Souvent, quand on cuisine, on oublie un peu les petites finitions, tu vois, qui vont changer un plat. Et souvent, ça tient à cette fleur de sel, tu vois. Quand on fait une côte de bœuf, souvent on l'assaisonne, on va la cuire, on va la mettre au milieu de la table, on va manger, ou un poulet, et cette petite fleur de sel, un peu croquante sur la dent, qui va venir te taquiner un peu le fond
du palais, qui va donner une texture, ça donne presque envie de saliver. C'est cette différence, c'est ce petit détail dans la finition, tu l'as dit tout à l'heure, hein. C'est les détails qui font la différence. C'est un bon poivre frais, tu vois, souvent les gens, ils utilisent un poivre moulu, gris Mhm. dégueulasse qu'on va venir saupoudrer un peu sur la viande. Et bah, le problème du poivre, c'est que c'est une baie et dès qu'elle est cueillie, elle commence à perdre ses qualités organoleptiques, tu vois, tout son parfum. Derrière, elle est séchée, derrière, elle est en grain. En grain, elle captive encore un peu sa puissance organoleptique et une fois que tu la broies, tout part un peu dans l'atmosphère et il te reste une poudre un peu piquante, mais pas vraiment très aromatique. Donc déjà, si tu prends ce poivre, t'achètes un bon grain, t'achètes un petit moulin à poivre et tu le fais frais sur ta viande, sur tes volailles, sur tes légumes. Déjà, ce petit détail, il va y avoir un changement et un contraste qui est vraiment particulier. Et c'est ces petits détails, tu vois, c'est le produit Mhm. et c'est ce petit geste en finition qui va t'apporter un peu une différence, ouais. En parlant des chefs encore, j'ai eu pas mal de chefs qui critiquaient le système des étoiles Michelin, qui disaient que ça impactait la créativité, enfin, ça avait un impact mental sur le chef, le resto, etc. Toi, t'en penses quoi? Bah, je pense que ça peut avoir un impact mental à partir du moment où tu sais pas gérer la pression. Oui. Enfin, te dire que tu as une étoile et que tu risques de la perdre, donc tu peux pas recréer des nouveaux plats parce que c'est les plats que tu as fait qui ont réussi à décrocher cette étoile. Donc finalement, tu préfères rester un peu dans ta zone un peu de confort et de sécurité. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde parce que quand tu vas aujourd'hui euh, dans beaucoup de restaurants en France, mais je vais prendre un exemple qui est un peu plus marquant, mais quand tu vas en Danemark et quand tu vas dans les meilleurs restaurants du monde actuel, il y a des choses qui sont complètement tarées à la pointe de la créativité. C'est des gens qui n'ont jamais cessé de créer et qui ont aujourd'hui 3 étoiles. Donc on a, on peut, on peut se laisser déstabiliser par les guides. Et oui, ça peut être une des raisons dans lesquelles il y a des gens qui se disent ah ouais, ça me fait flipper de la perdre, donc je vais rester un peu en protection. Mais est-ce que c'est vraiment une règle pour tout le monde? Je sais pas. Ah, il y a des gens qui veulent pas d'étoiles, il y a des gens qui veulent des étoiles, il y a des gens qui tiennent bien la pression, il y a des gens qui la tiennent bien. Je suis pas sûr que ça soit une règle pour tout le monde. Mhm. Euh, mais sûrement, certains te l'ont dit parce que oui, ça peut être effrayant, hein. Ça peut être effrayant. Mais tu le vois aussi dans les sports. Tu Ouais. fais beaucoup de sport. Tu parles à beaucoup de sportifs de haut niveau et ils te parlent souvent de cette dépression. Je ne sais pas si tu en es conscient, mais une fois que tu as atteint un certain niveau, redescendre, c'est hyper difficile. Euh, Tu vois, quand tu atteins un certain niveau, il y a cette peur de le perdre. Et, dans les sportifs, il y a cette dépression, tu sais, pas postpartum, mais Post-réussite, ouais, je vois ce que tu veux dire. post-réussite ou ouais, souvent quand ils prennent leur retraite, c'est hyper dur. Il y a Ouais, des moments de vide qui sont hyper compliqués. Je pense que les guides, c'est un peu près pareil, hein. Une fois que tu as atteint l'excellence et que tu la perds, tu peux rentrer dans des moments qui sont très noirs. c'est clair. Mais ça dépend de chacun. C'est vrai que les personnes qui décernent les étoiles, elles viennent manger incognito dans les restaurants? Ouais, alors oui, ils viennent manger incognito. Ils changent toujours de format. Souvent, des fois, ils sont deux, des fois, il y en a qu'un. Des fois, tu sais, il y a un cliché un peu redondant où ils sont deux et il y a des films qui ont été faits là-dessus. Euh, Ça arrive, mais c'est pas toujours une règle. Aujourd'hui, tu vois, ça peut être n'importe qui, les inspecteurs du guide. Est-ce que j'ai peur? J'ai déjà fait à manger pour des inspecteurs. Ok. Mais j'ai jamais fait une cuisine qui était dans le but d'avoir des étoiles. Moi, je me suis séparé un peu de ça à un moment quand, tu sais, je viens de la Colombie, j'ai été confronté à des situations où c'est un pays dans lequel pas tout le monde a mangé à sa faim. Et quand j'arrive dans les étoilés, dans certains restaurants, on prenait des filets de bar exceptionnels, on prenait vraiment le cœur du filet, le reste, soit on le jetait, ou ça finissait dans des farces fines, ou ça passait un peu à la trappe. Et il y avait des recettes dans lesquelles il y avait des pinces de tourteau, on récupérait les pinces et la chair, on la jetait à la poubelle, tu vois. Et moi, être affronté à tout ce gâchis m'a fait énormément de mal et j'ai pas voulu faire partie Hmm. euh, de ce système. Il y avait une pression aussi humaine que j'aimais pas trop. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai envie de faire une cuisine qui soit joviale, qui soit accessible, qui soit heureuse. J'ai envie que les gens ils,
ils chantent, ils crient, ils rigolent, ils picolent. J'ai envie de lieux qui soient extrêmement vivants. J'ai pas envie d'aseptiser la table qui a été pour moi ce lieu aussi vivant. Et, euh, et ouais, j'ai jamais fait une cuisine pour les guides. J'espère ne pas en avoir parce que c'est une pression supplémentaire le client, quand il vient dans un restaurant une étoile, il vient avec une perception qui est un peu différente C'est à celle vrai. que je veux. Moi, j'ai pas envie qu'ils viennent chez moi en pensant qu'ils viennent pour avoir un truc qui est codé. J'ai pas envie de ça. Donc aujourd'hui, j'évite ça. Un jour, pourquoi pas, hein, c'est pas, je le raye pas de ma carrière ou de mes envies, mais aujourd'hui, ça n'a jamais été le but. Donc après, oui, il y a toujours des clichés, et oui, ils viennent, et oui, c'est toujours une pression, mais Magnifique. Maintenant, j'aimerais bien parler un peu de toi et de ta routine, de ton mode de vie. Mais j'aimerais bien le faire un peu différemment. Est-ce que tu peux me décrire une journée type pour toi, mais pour chaque repas, s'il y en a, genre petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, tu me parles de ton plat préféré. Tu manges ton plat préféré pour chaque repas. Ça m'intéresse de savoir ça. alors, c'est marrant parce que j'ai pas trop de routine, tu vois. Ok. Il y a jamais de jour qui ressemble à un autre. C'est la chance d'avoir 14 restos. Comme je te disais, je suis un pompier qui éteint des feux. Donc, il y a vraiment pas aucune journée comme les autres. Surtout qu'en plus de ça, on a un univers de d'images qui est important. Tu vois, on fait Ouais. des podcasts, on fait des tournages, on fait des. Donc ça évite aussi qu'on ait une routine. Et euh, déjà, je prends jamais petit-déj. Ok. Je mange jamais de petit déjeuner. Je déjeune souvent vers midi 13h. Mon plat préféré. Ah, putain. C'est hyper dur parce qu'en vrai, dire que j'ai un plat préféré, c'est compliqué parce que ce que j'aime et la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est justement cette richesse, tu vois. C'est justement. Et je trouve que le plat préféré est lié souvent avec qui je suis et quel est le moment que je suis en train de vivre. Si je suis avec des copains et qu'on est en train de partager un moment, on est six, on se tape une bouteille de rouge, je te parlerai d'une côte de bœuf ou d'un poulet rôti avec des pommes de terre, une bonne salade et un mont d'or, tu vois, qui sort du four et qu'on va tremper, on va faire des mouillées dedans. Si on est en amoureux et qu'on va se faire un repas, je te dirais justement peut-être un ceviche, tu vois, un petit poisson une solmenière, tu vois, j'adore ça à partager. Tu as un beau poisson en entier à partager. Si t'es tout seul, j'adore les bouillons. Tu vois, là, il commence à faire un peu froid. J'adore prendre plein de légumes, un bouillon avec un peu de sauce soja, du gingembre, un peu de curcuma, bien poivré, et je mets dedans tous mes légumes dedans avec de la coriandre. Si je suis en gueule de bois, tu vois, j'adore un caldito levanta muertos, le bouillon que Mhm, quand tu sors ok. d'Andrés Carneres, qui est un bouillon à base de côte des os de bœuf avec un peu de cilantro, pommes de terre et oignons. Donc, j'ai pas vraiment de plat préféré, tu vois. J'adore avoir cette diversité qui font la richesse de la gastronomie et des cultures de tous les pays, parce que en plus, on a la chance d'habiter en France et à Paris, on a une mixité qui est incroyable. Il y a des restaurants tous les 10 mètres, les uns meilleurs que les autres et plus variés les uns que les autres, avec des cultures différentes. Donc non, ce que j'aime, c'est surtout cette richesse, quoi. Ok. Euh, à la limite, presque mon plat préféré, c'est celui que je connais pas. Tu vois, j'adore arriver dans un spot et me dire, waouh, c'est quoi cette technique, c'est quoi ce produit, c'est quoi ce plat. Et j'adore découvrir. Je suis comme un gamin que tu mets dans un, un- un- un Un magasin de store, un bonbons. magasin de bonbons, tu vois, qui est complètement fou, en train de tout goûter. J'ai envie de tout défoncer, quoi, quand j'ai des trucs un peu nouveaux. Donc, en vrai, ouais, ce que j'aime, c'est cette diversité, justement. C'est quoi le dernier plat que t'as découvert, du coup, justement, Le dernier plat que j'ai qui t'a découvert, marqué? écoute, j'ai mangé, tu vois, c'est un truc en takeaway, Mhm. hyper bon. Récemment, ça s'appelle la taverne de Zao. Ok. Et c'est des pâtes qui sont un peu comme des udon. C'est des pâtes assez fondantes. Ils font du cochon, c'est du porc haché, sauté, avec beaucoup de piment. Et c'est hyper bon. Il y a plein de légumes dedans. Je me suis pris ça en takeaway la dernière fois, c'était la semaine dernière, hein. Ça me donnait trop envie sur la photo. Moi, je joue beaucoup à l'instinct, tu vois. Quand ça donne envie, j'y vais, quoi. Et j'ai découvert un resto qui était vraiment super bon. Je me suis régalé. Et c'est des pâtes, ouais, c'est des pâtes fraîches, des pâtes à base de farine de riz avec Mhm. du porc mijoté. C'est un vrai délice.
Voilà quoi, ça c'était vraiment très bon. Ça a l'air bon du coup et tu goûtes beaucoup de choses. Tu veux qu'on commande? Ah ouais, vas-y, on fait Je ça. te ferai Non, goûter, c'est vraiment très bon. en vrai, je retiens. Et du coup, t'es un chef, tu goûtes beaucoup de choses, il y a beaucoup de nourriture autour de toi. Est-ce que c'est pour ça que le sport, c'est important pour toi? Ouais, alors il y a le sport, il est important pour plusieurs raisons. La première, c'était que oui, je mange énormément, je bois énormément, j'adore le vin, j'ai une énorme passion pour le pinard. Et du coup, bah ouais, il y a une énorme quantité calorique qui est ingérée. Euh, mais c'est pas la seule raison. Je me suis rendu compte à un moment que j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Mon père m'a jeté dans une piscine quand j'avais 2 ans et Il t'a jeté littéralement? littéralement, ouais. Ok. Alors, il me tenait, hein, me laissait patauger tout seul, pas de façon très méchante, tu vois. Et vraiment, il voulait que je nage à 2 ans. À 2 ans, je tenais déjà dans une piscine. J'ai fait de la compétition jusqu'à mes 14 ans à niveau national. Et derrière, j'ai découvert la bière et les filles. J'ai embrassé une fille, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'ai arrêté le sport pour me consacrer aux soirées. Et, et du coup, j'ai repris le sport en arrivant à 18 ans en France parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui me manquait. J'avais pas trop d'argent, donc je me suis mis à la course à pied Mhm. parce que c'est le sport le plus accessible. Tu as besoin d'une paire de pompes et après, le terrain de jeu est immense. Et je me suis baladé un peu partout. J'ai arrêté la course à pied quand j'ai eu les moyens de me payer une salle de sport. Je pesais 70 kilos à l'époque. J'ai pris 10 kilos de masse. La course à pied était un peu plus compliquée parce que tu prends un peu de poids et c'était un peu galère. Et j'ai repris la course à pied il y a 3 ans, quand la Mhm. Team Orange Running elle avait été remise un peu Ok. à l'ordre du jour, qui était la team qui était créée pour courir le marathon des Jeux Olympiques, le marathon pour tous, que tu as fait aussi. Aussi. Et, et je me suis remis à la course à pied, je suis revenu à mes vieux amours et c'était génial. Pour le coup, j'ai pris un coach, donc il y avait vraiment un suivi, tu vois, je courais plus pour courir ou je partais faire 30 km et je me faisais hyper mal. Il y avait vraiment une évolution dans mes entraînements et je suis passé de courir à 5,30 du kilo à courir à 4,30 du kilo. Je voulais faire 3,30 au marathon de New York, je fais 3,30 au marathon de New York. Et derrière, ouais, j'ai repris cette course à pied qui m'a fait kiffer. Et je me rends compte que quand je fais pas mon sport pendant 2-3 jours, Mhm. je deviens un peu, je suis pas bien. Tu vois, j'ai un truc un peu irritable et je deviens presque un peu agoraphobe. Tu vois, Ok. j'ai des gens qui me parlent et j'entends pas. Je suis pas bien, Ok. vraiment. Et je sais pas si c'est juste une charge mentale. Tu vois, j'ai besoin. Mon métier, je le fais pour tous les autres. Quand je fais une vidéo pour les réseaux, c'est pour les gens. Quand je fais une recette, c'est pour mes clients. Quand je fais ce podcast, tu vois, c'est pour toi et pour les gens qui vont Merci. l'écouter. Bien sûr pour moi, hein, parce que ça contribue à ma notoriété, ça contribue à mon succès, ça continue à avancer. Mais le seul moment où je me consacre un temps pour moi, et unique et exclusivement de façon égoïste pour moi, c'est quand je pars courir ou quand je fais mon sport. C'est mon moment à moi. C'est là où je débranche. C'est un peu une méditation aussi, tu vois. Je pense à plein de choses ou tout simplement je pense à rien, tu vois. Ouais. C'est cette espèce de parenthèse où je mets tout en pause. Donc en vrai, j'ai besoin de ces instants, pas que pour garder la ligne, mais pour garder aussi une ligne un peu droite mentalement. C'est un endroit où c'est un exutoire. Tu m'as dit que tu fais la cuisine pour les gens. Imaginons que tu puisses préparer un repas à 3 personnes, n'importe lesquelles dans le monde. Tu choisirais qui? Pour qui tu rêves de cuisiner? Euh, c'est beau. Wow, j'ai failli me casser la gueule. C'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. La première personne, ça serait mon grand-père. Il y a une photo là-bas, derrière, devant la cuisine, face à la cuisine. Euh, il est parti il y a 5 ans. C'est lui qui nous a transmis un peu la passion de la cuisine et l'amour pour le produit et réunir la famille autour d'un plat. C'est lui qui nous a instauré un peu tout ça. C'est un peu lui la raison pour laquelle j'ai fait ce métier aussi, parce qu'il n'a jamais réussi à vivre de ce métier et il aurait rêvé d'avoir un resto. Il est parti trop tôt, il n'a jamais réussi à avoir un de mes restos et à goûter à un de mes plats dans un de mes restos. Donc si je devais refaire, ouais, ça serait lui. Déjà pour le remercier parce qu'il nous a apporté un peu toute cette passion et cet amour. La deuxième, euh,
Je fais à manger pour Robert De Niro, Bob, je trouve ça génial, tu vois. C'est un mec avec une carrière de dingue, avec des films de malade, qui a une putain de sacrée carrière. Et c'était dans mon top list, mais bon, du coup, je l'ai déjà fait, donc je peux pas le mettre dedans. Euh, Tu peux, hein, moi ça me va. Hein. c'est top, Bob, tu vois, Ouais, ouais. il est lourd quand même. On va pas rechigner. Ouais, mais ça serait ouf une table de Bob et mon grand-père, ça c'est quand même déjà lourd. Et troisième personne, ouais, elle est dure. Il y a trop de gens en vrai. J'aimerais bien faire un banquet où il y a 100 personnes, quoi. Non, la troisième personne, ça serait ma mère, ouais. Ok. Ça serait ma mère parce que, encore une fois, tu vois, c'est elle qui s'est battue pour qu'on ait tout, pour qu'on ait l'impression toujours de manquer à rien, pour qu'il y ait toujours à manger dans l'assiette et qu'il y ait toujours à s'habiller. Et du coup, non, ouais, ça serait elle et c'est elle qui m'a transmis aussi cette passion. Donc ça serait, ouais, en vrai, ma mère et mon grand-père. Ça suffit. Ouais. C'est beau, c'est Mm. fort. Ouais, c'est fort que. Bah, je sens que ta famille, c'est vraiment ce qui t'a façonné. Ouais. Toi, t'as des enfants ou pas? Non, 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 j'ai Non? pas d'enfant. Tu sais, j'ai eu toujours j'ai toujours, la famille est hyper importante pour moi. Et le jour où j'ai des enfants, j'aimerais trop j'aimerais pas perdre ces moments quand j'ai pu perdre des moments près de ma famille, tu vois, Mhm. parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des instants que tu récupères jamais, qui s'envolent à jamais. Donc, j'ai pas envie de les louper. Comme j'étais un peu en train de créer tout euh, le groupe, les restaurants, ma vie professionnelle, comme j'étais en train de la créer, de l'écrire, j'avais pas envie de faire des enfants et qu'ils soient élevés par quelqu'un d'autre. Et le jour où j'ai un enfant, j'ai envie de me consacrer, enfin pas pleinement, parce que la vie continue, il faut quand même, faut quand même continuer à bosser, mais j'ai envie de les voir grandir, j'ai envie de les éduquer, j'ai envie de passer du temps avec. Donc j'avais envie d'avoir un matelas et d'avoir une sécurité, une certaine sécurité, même si mes parents l'ont jamais forcément eu, ils ont Mhm. réussi quand même à nous élever, mais c'était, je l'ai quand même vu que c'était un peu dans, pardon, excuse-moi, Non, t'inquiète. je l'ai quand même vu que c'était un peu dans la douleur, tu vois. C'était pas dans la facilité. Et avoir des enfants, c'est jamais simple, je pense, que tu aies des moyens ou pas. Mais ouais, j'aimerais. C'est juste une notion de temps. J'avais envie de faire plein de choses et me montrer que j'étais capable avant de Ok. m'occuper d'un enfant. Mais du coup, tu fais plein de choses, tu grandis, tu grossis. Mais tu vois quoi au bout du chemin? C'est quoi ta mission? Tu sais que je suis pas un gars de mission, hein. Mhm. À la base, j'ai dit à ma mère, je pars en France euh, pour apprendre la cuisine, je reviens dans 2 ans. Ça fait 18 ans que je suis en France. Je m'étais dit que j'avais envie d'ouvrir mon premier resto à 40 ans. J'en ai 36 et j'ai 14. Le premier, je l'ai ouvert à 25 ans. Euh, En vrai, je fais les choses un peu comme elles viennent, sans trop prévoir à la base. Bon, aujourd'hui, je commence un peu à prévoir parce que je suis responsable de plus de... On est 200 employés, on a quand même des salaires à payer et des familles à nourrir. Et Ouais. tu vois, on est responsable de tout ça. Donc aujourd'hui, je ne peux pas faire les choses comme je les faisais avant de façon kamikaze. Je les réfléchis, mais en vrai, un jour, je vois les choses beaucoup plus simples. Tu vois, j'aimerais bien avoir un resto dans lequel je maîtrise vraiment tout, j'accueille la personne comme je le faisais au début presque. C'est un peu comme si la boucle, elle se faisait. Et je reviens à mon ancien amour, qui est d'avoir un resto dans lequel tu vois le premier client, le dernier, et tu les vois tous, quoi. Et tu sais à la main de chacun, où tu mets dans l'assiette ce que je cultive, est-ce que je pêche, ouais, est-ce que tu as un peu presque vivre dans un cercle assez fermé et en connaissant chaque élément que tu mets sur Ok. l'assiette. Donc ouais, ça serait un retour aux sources. Face à la mer, ça serait bien. Face à la mer. Ouais, ça serait pas mal ça. C'est ce qui manque à Paris. Ouais. Euh, c'est quoi le plat que t'as fait dans ta vie qui te représente le mieux? Qui représente le mieux ton histoire? Waouh. Le plat qui me représente. Bah, je pense que c'est marrant, mais je vais encore botter en touche, tu vois, avec une réponse qui est. Mais c'est hyper compliqué à dire un seul plat, encore une fois. C'est que, tu sais, j'ai vécu tellement de trucs et tellement d'histoires et tellement
de hauts, tellement de bas, tellement d'échecs, tellement de succès. C'est difficile de choisir un seul plat parce que ça serait rajouter trop de choses dans une assiette, tu te souviens, et ça, tu le fais quand tu es jeune. Et quand tu prends un peu de maturité, tu te rends compte que des fois, encore une fois, il faut enlever le superflu pour que l'assiette y fonctionne. Donc, en vrai, je dirais que c'est un peu tout l'ensemble. Chacun de mes restos est une histoire de vie, est un moment de ma vie. Yaya, c'est le moment où j'ai rencontré mes associés qui sont mes meilleurs amis aujourd'hui, avec qui j'ai le groupe. Plancha, c'est le premier resto que j'ai ouvert. Arbella, c'est un bar à vin qui est une de mes grandes passions. Basurto, c'est mon pays, c'est la Colombie, c'est là où j'ai mes racines, mes contrastes, mes couleurs. C'est hyper difficile vraiment de te dire une seule assiette parce que ma vie, elle a été créée et écrite par tous les moments que j'ai vécu et par chaque assiette qui est sortie d'un de mes passes et d'une de mes cuisines. Donc en vrai, je suis l'addition de tout ça. Et choisir un seul, ça serait abandonner les autres. Donc je prendrai le tout. Ok. Et je te cuisinerai le tout s'il faut, mais je prendrai le tout. J'espère que tu as faim. J'ai très très faim. Et en parlant de faim, quel conseil tu donnerais à un jeune chef qui a faim, qui veut atteindre l'excellence? Écoute, le meilleur conseil, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. J'en parle de plus en plus aujourd'hui parce que souvent, quand tu es au milieu de cet échec et quand tu es au milieu de ces tourments et que tu es au milieu de cette ombre et que tu es plongé très profondément sans voir l'oxygène nulle part, tu as du mal à en parler parce que tu n'as pas le recul suffisant. Et finalement, on finit toujours par s'en sortir quand on tient bon et quand on garde un peu le cap. Et quand on y croit, tu finis toujours par t'en sortir. Et même si tu finis par un échec, et que ça soit un resto, que ça soit une épreuve sportive, que ça soit un plat, que ça soit un concours de cuisine, tu vas te louper, tu vas rebondir, tu vas apprendre, tu vas avoir une cicatrice et tu seras meilleur après. Donc, je pense que le plus important, c'est de ne pas lâcher. C'est de continuer à aimer ce métier et ne jamais oublier la raison pour laquelle tu as démarré. C'est que tu aimes cuisiner, tu aimes choisir des bons produits, tu aimes faire plaisir aux autres parce que c'est un métier dans lequel tu abandonnes tout ton égoïsme. Tu mets du temps pour cuisiner pour les autres. C'est rare de se faire un plat pour soi-même quand tu es cuisinier, hein. Donc, en vrai... faut garder ça en tête. Faut garder cet amour et cette passion qu'on a pour le fait de rendre heureux les gens. On pense à ce super pouvoir, tu vois. J'ai le super pouvoir de réunir les gens et les rendre heureux et les mettre d'accord. Donc, il faut garder ça en tête et jamais lâcher. Et peu importe d'où tu tombes, la hauteur, comme tu te fais mal et tu te ramasses, il faut continuer. Tu sais, l'os, là où il fracture, normalement, il s'endurcit. Et il ne casse pas deux fois au même endroit, quoi. Donc, ouais, pour moi, il faut tenir bon et il faut toujours... garder ce cap. Et être fier de ses échecs. Ceux qui échouent sont ceux qui n'ont jamais essayé. Merci C'est beaucoup. C'était un régal. On a une petite tradition pour finir le podcast. En fait, on a un livre dans lequel on demande à chaque invité d'écrire une phrase, un conseil qui est important pour lui. Du coup, si ça te dérange pas, j'aimerais bien que tu le fasses. Avec plaisir. Alors, par contre, on a oublié le livre, mais t'inquiète, on s'adapte. Magnifique. Je te reprends ça, merci beaucoup. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous partager la phrase que tu as écrite? Et ouais, le piment, c'est comme le péage, tu le payes à la sortie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un régal. C'est un vrai conseil. Ouais, c'est un vrai conseil. Faut faire attention. Faut pas en abuser. Et le travail paye à la fin aussi. Bref. Le travail. Mais du coup, merci beaucoup. Maintenant, j'ai très envie d'aller tester un de tes 14 restaurants parce que je l'ai jamais fait. On passe à table. Je me sens un peu mal. Ouais, carrément. Ouais. Et voilà. Merci encore. Merci à toi. Et bonne chance pour ton 15e restaurant. Merci, c'était un vrai régal. Et tu viens à l'ouverture du 15e? Ouais, carrément. Magnifique. Allez, merci. Voilà.